Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 24 septembre 2025. Les choses se dessinent et se précisent petitement dans le ciel de l'opposition. La météo indique quelques bribes d'informations sur le mécanisme de désignation du duo candidat qui devra affronter celui de la mouvance. Hier mardi, le parti Les Démocrates a procédé à l'installation officielle du comité national de candidature, une équipe de 15 membres qui aura la mission d'examiner les dossiers des aspirants au fauteuil présidentiel et de proposer les plus compétitifs. Aucun potentiel candidat n'appartient à ce comité appelé à fonctionner comme un jury. Le compte à rebours a commencé pour ce comité qui devra briser l'incertitude qui règne jusque-là sur l'identité du duo candidat du principal parti de l'opposition. Compte à rebours en référence à l'agenda de la Sénat qui attend les dossiers du 10 au 14 octobre prochain. C'est dire tout l'intérêt et toute la pression qui entoure le travail des membres de ce comité national de candidature. On élabore sur cette actualité avec Romuald Honroui. Romuald, bonsoir. Bonsoir Wahab Alikpara, bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Vous êtes en face de Juste Akapo, il est analyste politique. Juste Akapo, bonsoir. Bonsoir Wahab et bonsoir à nos très chers amis téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité. Moi. Peut-on dire que les choses se précisent de plus en plus du côté des LD, le parti de l'opposition, les démocrates? Alors, à l'annonce des toutes récentes informations que nous avons, nous pouvons tout simplement constater que les choses évoluent, les choses avancent et je dirais même que le parti, les démocrates, se retrouve déjà dans une dernière droite ligne par rapport aux préparatifs qui devraient être actés pour les élections présidentielles prochaines. Bon, je ne sais pas si je dois déjà dévancer ce qui devrait être ou bien je vous laisse me poser la question d'abord. D'accord. Avant d'en venir à la question on de va la y revenir candidature. le temps que j'écoute sur ce premier tour de table. Est-ce que vous pensez vraiment ou bien on peut dire que les choses évoluent ou se dessinent, pour ne pas dire se précisent, du côté du parti Les Démocrates? Oui, on peut le dire sans hésiter quand on sait que véritablement au regard quand même de leur statut, de leur test donc à l'interne, on pourrait se réjouir du fait qu'il y a quand même une étape de franchie parce que c'est important. Ce comité ad hoc, je l'avais annoncé tout de même il y a quelques semaines sur votre plateau que au regard des tests du parti Les Démocrates, un comité ad hoc devrait être installé pour pouvoir quand même recueillir les différentes candidatures pour pouvoir donc les présenter donc au Congrès national. Donc ce qui est fait aujourd'hui, sinon hier, l'installation de cette commission ou du moins de ce comité-là en charge des candidatures, c'est déjà une étape importante qui durablement pourrait nous amener très vite à un congrès qui pourra valider donc le porte-étendard donc de l'opposition, notamment du parti Les Démocrates. Mais la question qu'on se pose juste à Kako, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Quand on observe le contexte dans lequel nous sommes depuis un certain temps, un contexte qui est beaucoup plus encadré par des dispositions légales, il est de bon ton que chaque parti puisse se mettre concrètement au pas par rapport aux différentes dispositions légales qui sont prises pour ne pas tomber dans des failles, ne pas tomber dans des erreurs qui pourraient coûter très cher aux partis politiques. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Alors, avant que l'on ne puisse valider une candidature, et désormais en République du Bénin, une candidature pour les élections présidentielles, il va falloir réunir un certain nombre de conditions, il va falloir s'allier plutôt à un certain nombre de conditions et aussi respecter ou disposer de certains nombres d'actes administratifs et légaux pour pouvoir se présenter. Ça, c'est connu de tout le monde et ça date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on devrait s'apprêter il y a longtemps. On ne devrait plus être surpris. C'est pourquoi on se pose légitimement la question de savoir pourquoi c'est maintenant. Pourquoi c'est maintenant? C'est parce qu'il y a aussi une certaine mesure de prudence qui est prise par, et de plus en plus par les partis politiques parce que aux dernières
je ne dirais pas aux dernières informations ou aux dernières nouvelles, je dirais plutôt quand on fait un peu plus de pas en arrière, quand on se rappelle du fait qu'à un moment donné, les candidats de l'opposition ont connu quelques difficultés à pouvoir entrer en possession de certaines pièces, notamment le principal pièce qui a vraiment créé de situations au niveau de ces partis d'opposition, c'est le quitus fiscal. Donc cette pièce maîtresse a créé une certaine difficulté. Donc ce qui fait que depuis ce temps, les partis de l'opposition sont surtout amenés à observer une certaine prudence. Mais est-ce que cette prudence, est-ce que cette prudence ne devrait pas les amener à se réveiller un peu plus tôt? Quand on parle du quitus fiscal, par exemple, c'est, je dirais, une pièce maîtresse, certes, mais qui prend toute une année. Quand on est en règle vis-à-vis du fisc, par exemple, pour le compte de l'année 2025, on se dit depuis janvier ou février 2025, vous aurez pu déjà nettoyer la doise de l'année en cours. On ne devrait plus s'inquiéter, non? Se réveiller un peu plus tôt, moi, je ne parlerai pas dans ce sens parce que en politique, n'oublions pas qu'il existe aussi des questions de stratégie. Et si un potentiel candidat, quelqu'un qui affichait déjà certaines ambitions, se retrouve à faire une demande d'une pièce de ce genre, la personne peut déjà s'attirer un certain regard. Oui, est-ce que ce ne sont pas qui pourrait... on peut payer, je dirais, ses droits et ses obligations au niveau du fisc sans pour autant dire je suis candidat à quoi que ce soit. Rien ne dit que ce n'est pas payé, c'est l'obtention de la situation. Pourquoi c'est maintenant? Puisque on a un délai avec la pression donc de la Sénat, je dirais pas pression, en tout cas l'agenda que la Sénat a, qui est connu de tout le monde depuis bien longtemps, c'est que le 10 octobre, n'est-ce pas, on attend, à partir du 10 octobre prochain, on attend les dossiers. Mais maintenant, pourquoi c'est maintenant qu'on se réveille au niveau de l'opposition, notamment au niveau des démocrates? Voilà, vous faites bien de rappeler que la Sénat donc attend les potentiels candidats, notamment donc à la présidentielle du 12 avril 2026 pour le 10, à partir du 10 octobre jusqu'au 14 octobre. Donc cela voudrait signifier tout simplement que le parti en réalité n'est pas en retard. Si si nous ne savions pas ceux-là qui allaient donc affronter le candidat de la mouvance, on pourrait se poser des questions. Et donc, le parti politique, les démocrates, est toujours dans son agenda. Rien ne prouve, et comme le disait donc juste à Kakpo, rien ne prouve que les quitus, certains qui ont des ambitions dans ce parti, ne sont pas en règle. Exactement. Mais compte tenu des expériences malheureuses connues par le passé, ils voudraient jouer sur la carte de la prudence. Peut-être aussi de la méfiance. Et tout ça. Mais toujours est-il que quand vous questionner quand même les tests du parti, parce que moi je me réfère aux tests et je me réfère bien évidemment au calendrier publié par la Sénat. Et quand on se réfère à tout ceci, je ne trouve pas pourquoi nous devons donc exercer une certaine pression. C'est vrai, nous journalistes notamment, nous avons envie quand même de confronter les offres politiques. C'est une curiosité qui prend l'allure de pression. On est curieux, on se dit, bon, la mouvance a déjà, depuis fin août, désigné son candidat. On a ajouté la colistière qui est désormais connue également. Mais on se dit que du côté de l'opposition, c'est silence radio jusque-là. Pourquoi? Vous voyez, donc cette curiosité, c'est vrai, peut s'assimiler un peu à de la pression. Je suis d'accord. Et on pourrait quand même, mais avec ce qu'on voit. Parce que même moi, j'ai reçu l'un des élus de la 9e législature de ce parti politique qui dit, mais pour aller à un congrès, même en 2 jours, on peut aller rapidement. C'est-à-dire, en 2 jours, on peut décider d'aller à un congrès le 3e jour. Donc, ça ne pose aucun problème. Il suffit juste de prendre toutes les dispositions parce que plus rien ne se passe comme avant. Avant, c'est-à-dire qu'on pourrait faire preuve de légèreté, on pourrait faire preuve d'un certain nombre, donc on peut mettre en place un certain nombre de dispositifs qui se révèlent non concluants. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'erreur, surtout quand vous avez en face de vous un régime comme le régime de Patrice Talon. Il faut faire les choses pas de façon précipitée. Exactement, pour ne pas être surpris, parce que n'oubliez pas, pour une fois déjà,
le parti n'a pas pu participer aux élections. Pourquoi? À cause des pièces. Oui. Vous comprenez? Et donc, il faut prendre tous les garde-fous, il faut pouvoir prendre toutes les dispositions pour non seulement respecter les tests qu'on s'est prescrit soi-même, mais également respecter le calendrier électoral. Et quand je revisite ces deux choses, je trouve que le parti est peut-être dans son agenda. Mais même si on va demander aux responsables de cette commission d'aller très vite, nous, on a envie de débattre. D'accord. Alors, doit-on interpréter cette façon de fonctionner au niveau de l'opposition, pour ne pas dire au niveau des démocrates, doit-on interpréter tout cela comme une stratégie? Comme je le disais déjà tantôt, pour moi, pour ma part, c'est une question qui relève de la pure stratégie. D'accord. De la pure stratégie parce que... Il y a un gain dans cette stratégie-là. Vous pensez que c'est avantageux? Ça va vraiment au profit du parti quand on fait un peu, je dirais, l'expérience depuis un certain temps, en tout cas depuis la désignation du candidat de la mouvance? En matière de probabilité, je dirais que permettez qu'on aille dans ce sens-là. En matière de probabilité, je dirais que si nous devons aller dans le sens du gain, on dirait peut-être que à 60%, c'est positif, mais les 40% autres, c'est pour aborder les questions éventuelles de surprise qui peuvent advenir. D'accord. Si on présente... si à l'issue des discussions qui seront menées au sein de ce comité-là, on dégage une candidature et que il s'avérait que des failles se retrouvent dans les pièces que ces personnes-là ont obtenues ou qu'il y a des soucis au niveau de l'obtention des pièces de ces personnes-là, il y aurait encore des problèmes à régler. Alors que le délai pour le dépôt de la candidature serait déjà très proche. Donc, ce qui m'amène à parler de 40%. Donc, c'est pour cela que j'aborde la question sous l'angle d'une certaine probabilité. D'accord. Ben, à 60%, c'est quand même avantageux parce que dans un sens, on pourrait dire que ça permet aussi de créer l'effet de surprise en matière de désignation de candidature, ce qui pourrait quand même, si les profils ou les personnes qui seront choisies en matière de duo de candidature, les personnes qui seront choisies répondent vraiment aux aspirations ou aux attentes de la population. Et cela pourrait quand même créer une certaine effervescence qui pourrait vraiment donner encore plus de crédit au parti. D'accord. Alors, il y a un autre aspect. On se pose la question de savoir si c'est maintenant qu'on met, je dirais, le comité en place. Au-delà des tests dont vous parlez, on se demande c'est quoi? Il n'y avait pas des ambitions. Il n'y avait pas des ambitions. Il n'y en avait pas qui avaient déjà préparé leur dossier. Et si les dossiers et les ambitions étaient affichées, à quel niveau on les avait déposés, par exemple? Vous savez que quand il y a un examen, il y a un temps pour pouvoir déposer les dossiers. Et donc, là, la commission, ou du moins le comité en charge des candidatures, est là, a été donc mise en place pour pouvoir recueillir les candidatures. D'accord. Donc ça veut dire que chacun avait son dossier en main. J'aspire à être président de la République, ou bien je vais être député, je vais être maire, etc. J'ai mon dossier sous les aisselles et j'attends le moment opportun, paf, je m'en vais déposer. Bien évidemment, parce que en réalité, tant qu'il n'y a pas un comité de candidature pour pouvoir recueillir les candidatures, vous allez déposer les candidatures, vos dossiers où nous savons, vous avez entendu des noms. Vous voulez dire que ce ne sont pas des ambitions qui manquent. Voilà, Nouroudine Sakasale, Kamel Ouassangari et bien d'autres. Eric Ndete, certains le disent aussi. Donc on a entendu quand même des noms. Ces personnes-là, voilà, certainement que ce n'est pas après l'installation donc de ce comité-là qu'ils vont commencer maintenant par chercher le certificat de nationalité, de chercher le quitus fiscal, un certain nombre de choses. Certainement, ils ont déjà préparé tous ces dossiers-là et avec l'installation du comité donc national de candidature, ils vont pouvoir recueillir justement ces dossiers-là et pouvoir les transmettre au Congrès national qui pourrait valider. D'accord. Alors, on a affaire à Boni Yayi au sein de ce parti qui, par ailleurs, est président du parti Les Démocrates. On a installé ce comité qui, avec les précisions ou les informations que nous avons, aucun membre en tout cas, un potentiel candidat n'est membre de ce comité. Est-ce que vous pensez que ce comité pourrait vraiment travailler librement, pour ne pas dire quel rôle Boni Yayi aura à jouer dans tout ça au finish?
Alors, au regard des différentes expériences qu'on a déjà connues sur ce plan-là, moi, je pense qu'il serait quand même de bon ton que ce comité-là ait quand même la main libre pour pouvoir faire le travail. Et quand on observe aussi un peu, si nous devons nous en tenir aux dispositions juridiques et légales qui sont déjà prises pour l'organisation des partis politiques aujourd'hui au Bénin, on peut quand même dire que il y a une certaine, il existe plutôt une certaine, un certain libre champ d'action pour la plupart des membres de ces partis-là, parce que aujourd'hui les gens ont beaucoup plus la facilité de mieux s'exprimer, de mieux faire entendre leur voix au sein des partis politiques, ce qui fait que la démocratie règne ce n'est pas exactement, ce n'est pas comme avant où quelqu'un peut créer son parti et régner de main de maître sur le parti, et quand quelqu'un n'est pas content au sein du parti, on menace la personne, on lui dit que l'intéressé peut dégager du parti et la personne claque la porte et s'en va. Aujourd'hui, on peut quand même s'estimer heureux du fait que cette mainmise-là n'existe plus totalement au sein des partis politiques. Et si on doit aussi s'en tenir à certaines rumeurs qu'on a observé ça et là depuis un certain temps, et on entend dire que il y a des députés, je dis bien des rumeurs, parce que ce n'est pas confirmé, il y aurait des députés qui seraient, ou des membres du parti les démocrates qui seraient en train de menacer le président du fait qu'il claquerait la porte. D'accord, on va revenir sur ces rumeurs qu'effectivement on entend de part et d'autre sur les réseaux sociaux. Le temps que j'écoute, dois dire Romuald Nroui sur le rôle que Boni Yayi pourrait jouer, je dirais, aux côtés de ce comité. C'est vrai, le comité est mis en place, il doit fonctionner comme un jury, donc fonctionner de façon impartiale, mais on se demande, Boni Yayi en tant que président du parti et autres, est-ce que vraiment il n'aura pas un rôle à jouer, un clin d'œil ou une façon d'influencer ce comité? En tout cas, ne soyons pas naïfs. Boni Yayi aura un rôle prépondérant à jouer. Parce que n'oubliez pas, il est non seulement le président du parti, mais n'oubliez pas, il a capitalisé des expériences. C'est quelqu'un quand même qui a dirigé notre pays pendant 10 ans. Et celui-là, il pourra mettre à profit son expérience ou ses expériences capitalisées, donc pour pouvoir faire, peut-être aider à avoir une certaine lumière dans le choix des candidats. Mais je crois qu'à première vue, déjà il faut retenir que le comité est chargé de pouvoir recueillir les candidatures. Le comité ne décide pas de ce que on retient tel ou tel autre. Parce qu'on regarde des tests. De toute façon, c'est le candidat à examiner le dossier. Examiner sous-entend qu'à un moment donné, on va préciser, bon, écoutez, tel remplit les critères, tel autre n'en remplit pas. Bien évidemment, il y a toujours de critères. Déjà, veillez d'abord à la qualité des pièces que vous fournissez. Parce que quand vous donnez, il faut vérifier tout ceci. Est-ce que vous avez payé vos impôts? Est-ce que vous comprenez? Il y a toutes ces choses. Mais n'oubliez pas, Boni Yayi a un rôle à jouer. Parce que, franchement, pour ceux qui vont dire non, il a une seule voix. Moi, j'entends des gens qui disent non, Boni Yayi a une seule voix comme les autres. C'est vrai. C'est possible. Mais Boni Yayi a son expérience et des stratégies à vendre au profit de son parti. Bien évidemment. Et donc, il peut arriver que, par exemple, s'ils ne s'entendent pas, que la voix de Boni Yayi soit prépondérante, au regard de ses qualités, au regard de ses expériences, au regard également des objectifs que poursuit le Parti Les Démocrates. Donc, il y a tout ceci qui montre que, oui, il va jouer un rôle prépondérant et ne soyons pas naïfs. Vraiment, vous savez, sans Boni Yayi, le Parti Les Démocrates certainement n'aura pas l'aura qu'il a aujourd'hui. D'accord. On va évoluer parce que, comme on le soulignait tout à l'heure, juste à Kakpo, il y a de ces rumeurs qu'on entend de part et d'autre, des démissions par ici, les menaces au cas où Boni Yayi voudrait imposer X à la place de Y. Bref, Boni Yayi ne sera pas celui qui, de façon unilatérale, va imposer
choisi, je dirais, le candidat, parce que bon, ça, on a entendu ça dans les coulisses, on a entendu ça également sur les réseaux sociaux, pour ne pas dire qu'on a lu sur les réseaux sociaux. Comment vous voyez tout cela, cette façon d'agir et l'effet que cela pourrait avoir sur le résultat final dans cette opération de désignation de candidats? Alors, si on en arrive à ce que Boni Yayi décide d'imposer une candidature, je vous assure tout que cela créerait une certaine scission au sein de cette famille, cette famille politique-là. Pourquoi je le dis? Parce que les gens font dire qu'ils n'ont pas la main libre ou le champ libre pour pouvoir agir. Ce qui va créer un climat de désordre total au sein du parti politique. Alors, le rôle dans lequel moi je vois beaucoup plus le président Boni Yayi exceller pour le bon fonctionnement du parti, quand il s'agira de la désignation du candidat, du duo candidat, serait plutôt de jouer un rôle de rassembleur. Et comme le soulignait tout à l'heure Romia Huwi, c'est en fait ce rôle de père de famille qui pourrait quand même à un moment donné trancher. Et quand il y aura de dissonance, quand il y aura de discordance au sein du parti politique en matière de choix, mais venir à ce qu'on en vienne à ce que ce soit lui qui impose une candidature, cela va créer un certain désordre, cela va créer une certaine scission, comme je le disais, au sein du parti politique. Et cela va faire chambouler les choses de telle sorte que, ça va créer des problèmes. Est-ce que vous voyez Boni Yayi comme quelqu'un qui est vraiment et véritablement écouté au sein de son parti, surtout avec l'actualité qu'on entend de part et d'autre, vérifié ou non? Ben ça, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel qu'il soit écouté. Donc, pour moi, c'est qu'il est écouté. Il est écouté parce que, qu'on le veuille ou pas, le parti, les démocrates, l'image du parti s'attache totalement ou presque totalement à celle du président Boni Yayi, qu'on le veuille ou pas. Parce que quand vous suivez un peu les débats qui se mènent, quand le parti fait une sortie et critique quelque chose ou une action qui est en train d'être menée par le régime actuel, quand les gens veulent contre-attaquer ou attaquer ou contrecarrer ce qui est dit par le parti, on ne fait que rappeler le bilan de l'ancien président Boni Yayi, ce qui vous a dit que qu'on le veuille ou pas, son image est vraiment rattachée. Est-ce que vous voyez Boni Yayi avec l'actualité, avec tout ce qui se passe, les agitations et autres, est-ce que vous le voyez comme quelqu'un qui est véritablement écouté, que le travail de désignation de candidature va se passer sans bruit, sans heurts? Vous savez, il est très écouté, il est très respecté au sein de son parti politique. Si ce n'était pas le cas, d'abord, on aurait connu déjà des démissions jusqu'à présent. C'est vrai que, on entend parler d'un certain nombre de démissions, mais n'oubliez pas que ce sont également des cartouches pour les adversaires politiques. Ça peut être des stratégies pour pouvoir déstabiliser. Noémie Achadé a dit entre-temps, je crois dans la zone de la Donga, un peu proche de Waké, on l'a entendu dire que c'est la période des intoxications. Exactement. Et autres, donc de savoir écouter, de savoir faire le trait. Voilà. Et tant que vous n'avez pas une lettre de démission d'un membre ou d'un député du parti, donc brandi sur les réseaux sociaux, franchement, il faut pouvoir prendre avec pincette parce que ça peut être des stratégies politiques. Mais n'oubliez pas également que Boni Yayi, s'il n'était pas écouté, est-ce qu'il aurait reçu les 28 parrainages? Parce que c'était un pari, c'était un défi pour le parti de sécuriser les 28 parrainages. Et ça a été fait. D'abord, vous voyez tout ce qui s'est passé avant. Donc, c'est vrai, pour pouvoir rassurer un peu les électeurs du parti, on est passé par cette posture où chacun a juré de pouvoir remettre le parrainage à la coordination nationale du parti. Et puis, par la suite, ça a été une chose effective. Donc, on pourrait voir, vous voyez même dans les déplacements, vous voyez cette ferveur-là des membres du parti
autour quand même de leur leader charismatique. Et donc, moi, sans hésiter, je pourrais dire, je ne sais pas ce qui peut venir dans les tout prochains jours, mais toujours est-il que Boni Yayi a toujours quand même ce respect-là. Il a tout de même, je dirais, l'oreille de son parti ou des membres de son parti. Alors, comment on arrive à harmoniser les choses? Parce qu'on sait que oui, la période de désignation des candidats, la période d'examen des dossiers de candidature, c'est la période où vraiment les pics se lancent, les mécontentements et autres. Comment on arrive à harmoniser les choses et calmer les ardeurs? Comment on l'a réussi, dois-je dire, au niveau de la mouvance? Comme je le disais tout à l'heure, ce rôle incombera énormément à Boni Yayi. Et c'est lui qui va pouvoir jouer ce rôle d'arbitrage et de médiation. C'est lui qui va en quelque sorte veiller à ce qu'il continue d'exister une certaine cohésion au sein du parti politique. Comment va-t-il faire exactement? Comment réussir ce rôle de médiateur, je dirais, de réconciliation, le rôle, je dirais, de père de famille dans cette grande équipe où on entend qu'on veut menacer alors qu'on est détenteur de parrain, parce qu'on a appris qu'il y a des députés qui sont dedans et qui se disent que tant que le choix ne répond pas à eux, leurs aspirations, qu'ils trouveront le mécanisme qu'il faut pour mettre, je dirais, Boni Yayi en difficulté. N'oublions pas que le président Boni Yayi a déjà cette qualité en matière de médiation, ce qui lui a même valu le fait de se retrouver au sein de plusieurs délégations qui sont allées mener même des missions de médiation à l'international. Donc, ce qui voudra dire que c'est là l'une des expériences qu'il va pouvoir mettre à profit pour pouvoir faire ce travail-là. L'autre chose, si quelqu'un n'a pas déjà aussi de prédisposition naturelle en matière de médiation et tout ça, la personne ne pourra pas faire ce travail-là. Mais quand on suit ou qu'on fait un rétro en arrière et qu'on observe la manière dont le président Boni Yayi a dirigé le pays, mais on voit que c'est un homme qui est beaucoup plus attaché à la conciliation. Donc, ce qui voudra dire que, pour moi, il se sentirait quand même dans son élément, il se retrouvera naturellement. Cette mission ne lui serait pas impossible. Mais on reproche à Boni Yayi l'exemple ou le cas de 2016, n'est-ce pas, le choix de son successeur, pour ne pas dire de son dauphin en 2016. Beaucoup estiment que ça n'avait pas fait unanimité. Est-ce que vous craignez que, je dirais, le cas 2016 se retrouve en 2026, pour ne pas dire en 2025, qui nous conduit en 2026? Pas du tout, parce que l'eau a coulé sous le pont. Et donc, beaucoup de choses ont changé. 2016 n'est plus 2025. Et vous savez, il y a plus quand vous questionnez quand même les acteurs qui sont les membres du parti, les démocrates, surtout ceux qui sont quand même proches de l'homme, ils vous diront qu'il a instauré en fait un mécanisme où il y a plus de démocratie dans le parti. Parce que si ce n'était pas le cas, je crois qu'il y aurait déjà éclatement depuis quelques moments. Ce n'est même pas à l'approche des élections. Maintenant, il y aura éclatement. Et moi, j'ai entendu un acteur qui a rejoint quand même le parti, pas un acteur des moindres, un acteur qui est libre, qui manifeste véritablement sa liberté, dire que non, le Boni Yayi de 2016 ou le Boni Yayi que lui combattait, c'est tout un autre personnage aujourd'hui. Et donc, vous savez, quand peut-être les réformes, les réalités, quand vous grandissez, l'ont converti. Quand vous grandissez, quand vous connaissez d'autres choses, il y a des choses pour lesquelles, franchement, c'est-à-dire que vous changez. Vous changez et vous avez plus de maturité, vous avez plus de sagesse à conduire les choses. Et je crois que c'est ce rôle que... Et ce serait votre mot de conclusion. Je vais vous arracher un peu de mots. Romia, dont vous soulignez combien l'eau a coulé sous le pont, mais cette eau, beaucoup l'ont bu. Boni Yayi l'a bu également, mais on se dit qu'il a bu boira, puisqu'en 2016, il y avait ce qu'on lui reprochait, le choix du dauphin qui n'a pas fait l'unanimité. Est-ce qu'on ne craint pas ça pour 2026? Connaissant l'homme, le sachant très intelligent, moi je pense pour ma part qu'il a appris de la situation et il ne se verrait pas encore dans ce genre dans une telle
position a fait encore ce genre de choix. Parce que lui-même sait à quoi cela a pu conduire. Donc, il a tiré le son de ses échecs. Exactement, c'est ce que je m'en vais Juste à Kako, merci beaucoup. Robiadon Rouy, merci beaucoup. Merci Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On dit merci à Francis Kokou de l'autre côté de la réalisation, l'homme des 1000 boutons, et Augustin Vidécon également. À tout ce beau monde, nous disons merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout. Comme je l'ai annoncé, la rediffusion c'est tout à l'heure à 23h, demain à 10h30. On va se retrouver en direct demain jeudi et partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.